vu que l'UDRP, votre parti fait partie des formations politiques qui auraient donné des adresses erronées. Voilà. Vous avez quelque chose à dire à propos? Oui, nous avons beaucoup à dire sur ça. Nous avons d'ailleurs réagi, nous avons sorti un communiqué. D'accord. Bon, nous disons que pour qu'on dise qu'une adresse est erronée, il faut bien que quelqu'un l'ait déjà donnée au départ. Moi, si je vous invite à venir chez moi, je vous donne une adresse. Vous venez trouver que vous êtes allé là et que cette adresse n'est pas correcte, en ce moment, il y a problème. Mais personne n'a été contacté au niveau de l'IDRP, au niveau de, comment on appelle, du bureau politique, au niveau de, comment on appelle, des militants, des sympathisants, pour donner une adresse. Alors on a été étonné de voir notre nom figurer sur une liste des partis qui ont fourni des adresses erronées. Nous inscrivons en faux par rapport à ça, parce que personne n'a été contacté pour donner une adresse qui n'existe pas. Tout le monde connaît notre siège à Sangoya. À Sangoya, à côté de l'université Amadou Dieng. Alors, le moins qu'on puisse faire, c'est au moins d'essayer, si on veut nous contacter, on peut nous contacter à travers certains numéros de téléphone, parce que ceux qui avaient les numéros de téléphone au départ, c'est l'ancien secrétaire général, paix à son âme, il est décédé. Mais il n'y a pas eu certainement de mise à jour au niveau du ministère. Alors, c'est comme si vous avez vous êtes surveillant d'une classe. Vous êtes surveillant, ce n'est pas aux élèves de venir vous dire nous faisons ceci, c'est à vous de voir ce qu'ils sont en train de faire. Puisque vous voulez savoir où ils sont, ce qu'ils font à tout moment. Donc, il n'y a pas eu ce contact. Donc, nous disons que pour nous, c'est je dirais même que c'est un manque de professionnalisme. Parce que si le ministère de l'administration du territoire veut s'enquérir des activités de partis politiques, c'est à lui de les chercher. C'est à lui de les chercher parce que nous ne sommes pas dans l'obligation. Quand on fait un pas, on dit qu'on fait un pas. Et c'est eux qui doivent savoir ce que nous faisons. Si maintenant ils trouvent que ce que nous faisons n'est pas conforme, ils peuvent nous le dire. Mais nous n'avons pas été contactés, nous n'avons jamais donné de fausse adresse. C'est cette adresse, le siège où nous étions, c'est là où j'ai été effectivement plébiscité pour être candidat aux élections présidentielles de 2020. À cette convention, la presse était là, les autres formations politiques étaient là. Donc ce n'est pas quelque chose que nous cachons. Il faut qu'on fasse les choses dans la transparence. D'accord. Et le ministère, le même communiqué a indiqué que les partis qui sont dans des situations pareilles doivent se rendre au MATD le lundi prochain, le 17 juillet. Est-ce que vous êtes prêt à répondre? Oui, justement, nous n'avons pas attendu. Si le ministère voulait effectivement la participation des gens aussitôt possible, même dans le cadre des adresses, ils auraient passé un communiqué simplement pour demander à tous les partis d'aller et de mettre à jour leur, comment on appelle, leur fichier. Nous serions partis aussi. Et comment on appelle ce communiqué qui a passé le 5 au soir. Le 6 à la première heure, nous étions là. Okay. Nous sommes allés parce que justement, il y a eu cette convocation, si vous voulez, demandant aux partis politiques d'aller prendre rendez-vous pour la suite justement des rencontres. Donc nous sommes allés, nous avons mis à jour le fichier et on leur a donné ce dont ils avaient besoin. Maintenant, ce sera à eux de nous appeler pour nous donner un calendrier de visite. Nous pensons qu'ils vont nous appeler pour dire, nous voudrions venir tel jour ou tel autre jour. Nous sommes donc à l'attente. D'accord. On va parler alors des menaces de sanctions qui plantent sur la Guinée. Oui. Et au 63e sommet de la CEDEAO hier à Bissau, les dirigeants ouest-africains n'ont pas annoncé de nouvelles sanctions contre la Guinée, le Mali et le Burkina. Ils ont tout de même menacé de faire appliquer les sanctions à ces pays s'ils feraient obstruction aux 24 mois de durée de la transition. Quelle lecture faites-vous? Moi, je crois que ce regain d'activité est quand même souhaitable. Parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'il y avait une sorte de laxisme même dans le comportement de la CEDEAO, malgré les efforts que les uns et les autres ont fournis. Vous savez, au niveau de la CEDEAO, on cherche toujours à personnaliser les problèmes. Quand le président Mbalo était à la tête, les gens ont pensé que, bon, qu'est-ce qu'il va bien faire? Et il vient, il peut venir dire ce qu'il veut dire, les gens feront ce qu'ils veulent faire, rien n'en sort.
Ce qui est certain, c'est que quand on accepte d'être dans une organisation comme la CEDEAO, qui a des exigences, qui a des devoirs auxquels on doit, accomplir et qui a aussi des droits qu'il octroie justement au pays, il faut qu'on soit dans la dynamique de pouvoir les respecter, chacun de son côté. Alors, nous pensons qu'avec l'arrivée de Bola Tinubu, Ahmed Bola Tinubu, qui est le nouveau président élu du Nigeria, bon, nous pensons que les choses vont aller dans la bonne direction. Sinon, quand on parle de cadre inclusif, cadre de dialogue inclusif, vous pensez que la CEDEAO va toujours demander aux gens d'aller et de créer un cadre de dialogue inclusif si ce cadre qui existe était vraiment celui qui devait être là? Non. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne quand même à respecter nos textes. Les textes nous ont jamais dit, les textes avaient dit que pour, comment on appelle, la durée de la transition, c'est le CNRD et les forces vives. D'accord. Ça a été passé maintenant entre le CNRD et, comment on appelle, la CEDEAO. Tout ce qu'on demande, c'est effectivement de pouvoir respecter ce qui a été dit. Mais nous sommes au mois de juillet. Si les 24 mois ont commencé en janvier, je peux dire globalement que les 7 premiers mois sont déjà partis. Alors, les 7 premiers mois sont déjà partis. On n'a pas encore une claire lisibilité sur, et disons, une faisabilité, un bilan sur ce qui a été posé comme acte, qui puisse nous permettre de dire que nous allons respecter justement les 24 mois. Moi, je suis de l'avis de ceux qui pensent que les 24 mois, c'est seulement on a lancé comme ça. Les 24 mois ne seront pas respectés. Moi, je me précipite pour le dire, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans la phase encore de concertation. Concertation à concertation. Combien de fois on va faire des concertations? Si on est vraiment dans la dynamique de, comment on appelle, de faire aboutir la transition, on serait déjà avancé en ce qui concerne même cette histoire de nouvelle constitution. On s'est jeté dans des projets, nous savons que c'est des projets qui vont nous prendre du temps. Oh, constitution, nous avons dit il y a une ossature, la constitution de 2010, on l'aurait amendé carrément et puis accélérer les choses pour qu'on aille aux élections. Donc, encore une fois, il faut qu'on s'entende. La vocation d'une transition, ce n'est pas de développer le pays. Nous l'avons toujours dit. On ne dira jamais qu'une transition n'a pas réussi parce qu'elle n'a pas réussi à développer le pays. On dira qu'une transition n'a pas réussi parce qu'elle n'a pas mis en place les institutions qu'il faut pour effectivement amener le pays, ramener le pays dans un ordre constitutionnel. C'est ça la vocation de la transition. Maintenant, si on veut faire d'autres projets, des projets qui prennent du temps, ça veut dire qu'on n'est plus dans la dynamique de la transition, on est dans une dynamique peut-être de populisme. Faire croire simplement aux gens qu'on veut développer le pays. Or, ce n'est pas la vocation de la transition. Il faut qu'on soit courageux pour le dire. Maintenant que nous sommes à ce niveau-là, il faut que justement il y ait une prise de conscience au niveau justement des autorités. Si on ne le fait pas, nous allons tourner en rond en ce moment. Nous serons en opposition effectivement avec les idéaux même de la CEDEAO, parce que dès que les 24 mois passent et il n'y a pas d'effet concret, ça veut dire qu'il y aura un choc avec la CEDEAO. Or, on a vu avec la Gambie, avec Daouda Kairaba, pas Daouda, le dernier président de Gambie, Yahya Jammeh, effectivement. On a été obligé de prendre des mesures fortes contre lui. Et c'est ce qui se passe. Or, nous ne voulons pas aller à ce niveau-là. Et nous avons dit au colonel que présentement ce qui se passe, quand c'est bon, c'est lui. Quand c'est pas bon, ce sera lui. Lui, je crois qu'il avait de très bonnes intentions, il faut reconnaître. Mais s'il s'entoure des gens qui sont des caciques, qui veulent justement envoyer la transition dans une autre direction, c'est lui seul qui sera responsable. Parce qu'on dira que la transition n'a pas marché à cause du colonel. Il est là,
Nous lui faisons confiance, on lui a fait confiance. Nous avons même été des missionnaires pour effectivement faire le lobbying pour lui. Ça a été fait au départ avec la NAD. Et nous sommes toujours dans cet esprit. Voilà. D'accord. Et vous pensez, la dernière question, vous pensez que les 24 mois, les autorités, même si vous avez par endroit répondu, est-ce que vous pensez que les 24 mois vont être respectés par les autorités actuelles? Non, c'est ce que j'ai dit. Je ne pense pas que le reste du temps puisse permettre justement parce que la volonté politique n'est pas là. Sinon, une transition, même en 15 mois, on peut le faire. Jerry Rawlings l'a fait. Tout le monde sait ça. S'il y a une volonté politique, en 15 mois, on peut faire une transition. En fait, on avait les propositions qui avaient été demandées aux coalitions. Nous sommes arrivés à une proposition de 15 mois au niveau de la NAD. Même si tout le monde dans la NAD n'avait pas accepté, enfin n'était pas venu à cette durée, on sait qu'en 15 mois, on peut quand même en 12 mois, on peut faire une transition. Ça dépend de ce qu'on veut mettre en place. Ou de la volonté. Voilà, et de la volonté politique. Mais si c'est à 12 mois et vous voulez développer le pays, ce n'est pas le développement. Vous-même, vous avez vu la route qui rentre ici. Ce sont des essais. On a essayé de faire des travaux ponctuels, mais malheureusement, puisque les ressources ne sont pas là, ou elles sont mal utilisées, on crée beaucoup plus de problèmes qu'on en résout. Alors nous disons, ce n'est pas à la transition, ce n'est pas au CNRD de développer la Guinée. On l'a toujours dit et on le maintient. Le développement, c'est un processus qui est planifié et qui ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas venir parce qu'on est en train de construire ici et là, qu'on dise qu'on est en train de développer, parce que ça, c'est des actions ponctuelles. Ces actions-là devraient être dans un cadre de développement, un plan de développement bien mûri, et ça doit venir avec un gouvernement qui a l'onction du peuple. Disons encore une fois, le CNRD n'a pas l'onction du peuple, parce qu'il n'a pas été élu. Le CNT n'a pas l'onction du peuple, il n'a pas été élu. Nous le disons. Et c'est ça la réalité. Si on ne veut pas le comprendre comme ça, bon, de toute façon, ça ne nous empêchera pas de le dire. Quelque part, l'histoire va nous juger tous. D'accord. Voilà. Docteur, très belle analyse. Et vous avez un dernier mot à dire? Mon dernier mot encore, c'est de dire simplement que il faut que nos autorités, quand même, se rendent compte de la réalité. Parce que la réalité, on ne peut pas la changer. Vous pouvez décrire comme vous voulez, mais ce qui est rouge est rouge. Quand les gens souffrent, les gens souffrent. Nous sommes en Guinée aujourd'hui, il n'y a pas de cohésion. On veut tacler toutes ces questions alors qu'on n'a pas le temps. Le peuple souffre. Nous demandons au colonel, franchement, d'avoir pitié de ce pays. On n'a pas besoin d'être dans cette tractation-là à tout moment. Et qu'on dise non, on va utiliser la méthode forte, la force. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcer sur un peuple. Ce n'est pas possible. Parce que si il y a des dispositions que vous prenez qui peuvent créer beaucoup plus de problèmes qu'on en résout, en ce moment, vous n'avez rien fait. Et nous sommes en train de lui dire de mettre, disons, l'intérêt du pays au-dessus de tout et dans tous les comportements. On voit aujourd'hui en Guinée, ce sont des décaissements de fortes sommes, des sommes faramineuses. On décaisse pourquoi? On ne sait pas. C'est la raison pour laquelle les gens souffrent, parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, c'est parce que le peu qui est là, on est en train de l'utiliser ailleurs. Alors nous voulons qu'ils prennent franchement la mesure de cette réalité-là et qu'ils sifflent franchement la fin de cette récréation, parce que sinon, les retombées ne sont pas bonnes pour tout le monde. D'accord. C'est ça que nous lui demandons de faire. D'accord. Voilà. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Parfait.